Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à l'approche de ce nouveau week-end. Voici les titres de ce 19h. Suite et fin du déplacement princier dans la Drôme, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire, le prince Albert II a rendu hommage hier à son arrière-grand-père, le prince Louis II, qui fut élève de la célèbre école de cavalerie de Saumur. Depuis le 20 mars, le nouveau groupe politique minoritaire au Conseil national En Avant Monaco recueille vos idées, celles des monégasques, résidents et salariés de la principauté, via une plateforme dédiée. Pour dresser un premier bilan, nous recevrons Régis Bergonzi, fondateur du mouvement politique. Rendez-vous incontournable de l'automobile, Top Marque bat son plein au Grimaldi Forum. Le salon réunit de nombreux passionnés autour des plus grands constructeurs. Zoom dans un instant sur Delage, disparue en 1953, la marque renaît de ses cendres grâce à une hypercar spectaculaire. Et puis sur les planches du Théâtre des Muses actuellement, nous avons rencontré le célèbre auteur et comédien Nicolas Devor avant ses dernières représentations prévues demain. Nous ouvrons donc cette édition dans le centre de la France. Après être passé par Batternay et Montrésor mercredi, le prince Albert II s'est rendu hier matin à Brie-Dorée. L'après-midi, le souverain a poursuivi son déplacement dans les pas de ses ancêtres à Saumur. Cette journée a notamment permis de rendre hommage aux armées françaises, garantes de l'indépendance et de la souveraineté de la principauté. Sur place, Crescinda Petit-Homel et Lionel Bernardi. À Brie-Dorée, l'accueil a été à la hauteur de l'événement, empli de chaleur et de spontanéité. C'est sous les cris des enfants que le prince souverain a fait ses premiers pas dans ce joli village d'Indre-et-Loire, un territoire qui a marqué son ancêtre Humbert de Batternay, puisque c'est ici que lui et sa famille ont vécu pendant près de 30 ans. C'est un petit village qui a beaucoup de charme, tant au niveau de la nature que du patrimoine. Nous avons la petite église Saint-Roch et le château, cette petite forteresse militaire des XIVe et XVe siècles. Un village qui a marqué par le passé l'histoire des Grimaldi, c'est donc tout naturellement que Brie-Dorée a rejoint les sites historiques Grimaldi de Monaco. Brie-Dorée est un petit peu la sœur jumelle de Montrésor, puisque c'est aussi un lieu de résidence d'Humbert de Batternay. Et c'est là d'ailleurs où il avait primitivement choisi d'être inhumé. Il a commencé à construire une église, donc on la voit encore aujourd'hui. Puis finalement, il a décidé d'élire Montrésor comme sa dernière demeure, certainement parce que Montrésor est un château plus de plaisance par rapport à ce château de Brie-Dorée, qui est très intéressant par son architecture militaire entre la période médiévale et la période moderne. Après le dévoilement de la traditionnelle plaque, le cortège mené par le prince souverain s'est ensuite dirigé vers le fameux château de Brie-Dorée, où un véritable plongeon dans le passé attendait le prince et sa délégation. Forteresse devenue aujourd'hui résidence, le château de Brie-Dorée porte encore dans ses pierres l'empreinte d'Humbert de Batternay. Jugée trop austère par son épouse à l'époque, la bâtisse a été progressivement transformée par sa famille pour devenir un lieu de vie plus confortable. Ici, il a fait beaucoup de choses. Il a construit la basse-cour, il a rehaussé le premier étage, il a rénové les bains de vapeur qui dataient du XIVe, et son petit-fils, René de Batternay, a fait construire des caponnières qui ont permis à Brie-Dorée d'être classé monument historique le 19 janvier 1911. Le déplacement a ensuite pris une dimension plus militaire puisque c'est à quelques kilomètres de Brie-Dorée, à Saumur plus précisément, que le prince Albert II s'est rendu pour marcher sur les pas d'un autre de ses ancêtres. Le prince Louis II a été élève de l'école de cavalerie de Saumur en 1894-1895, après avoir été élève de Saint-Cyr. Et donc le prince Albert II, en cette veille du 8 mai, le 7 mai, donc c'est une date évidemment importante pour les forces armées françaises, a souhaité à la fois rendre hommage à son bisaïeul, le prince Louis II, et plus largement aux forces armées françaises, puisque du fait du traité franco-monégasque de 2002, c'est évidemment l'armée française qui est garante de l'indépendance et de la souveraineté du territoire de la principauté. Au lieu de tradition militaire française, avant de régner, Louis II fut donc formé par la fameuse école de cavalerie et il resta d'ailleurs toute sa vie très attaché au monde militaire. Louis II fait partie de toutes ces familles princières et royales qui ont
servi au sein de l'armée française. Et donc c'est un héritage qui nous montre à quel point nous sommes capables d'intégrer des alliés, de les accepter tels qu'ils sont, de leur donner aussi un bagage qui est le bagage de l'officier français. Et il me semble que c'est une trace forte pour nous, mais également forte pour la famille monégasque, si je m'en tiens à tout ce que finalement, ce qu'il a reçu ici, ce qu'il a eu de fondateur peut-être dans l'histoire de Monaco, de son engagement au cours de la Première Guerre mondiale et finalement de cette proximité avec la France qui continue à s'entretenir. Présent à Saumur il y a une quarantaine d'années pour un concours d'équitation, le prince souverain a effectué cette nouvelle visite avec joie. Revue des troupes, présentation des formations, échange avec les élèves officiers, une immersion au cœur de l'excellence militaire. C'est un très bel hommage et puis c'est une très belle façon de se rappeler aussi le passé, mais aussi les missions actuelles de cette école et de cette formation de lieutenant qui est importante pour toutes les armées, mais bien sûr pour l'armée française en premier lieu. Et puis voilà, ça permet de découvrir ces bâtiments superbes qui sont historiques, mais qui ont une résonance actuelle. Lors de son passage à Saumur, le prince Albert II a également pu découvrir le musée de la cavalerie et les équipements actuels. Une visite à Saumur qui s'est clôturée avec la course des blessés, une course mêlant militaire et scolaire au profit des blessés de l'armée de terre. Entre tradition et modernité, de Baternée à Saumur, en passant par Montrésor et Brie-Dorée, le souverain a une nouvelle fois renoué avec les racines de sa famille, tissant des liens avec ces territoires marqués par ses ancêtres et unis par une mémoire commune. Une séquence à forte dimension mémorielle et militaire également aujourd'hui à la Maison de France. L'ambassadeur de France à Monaco, Jean Dossonville, et la présidente de la Fédération des groupements français de Monaco, Corinne Giordano-Pisciotta, ont réuni de nombreux officiels pour commémorer la victoire du 8 mai 1945, celle des Alliés sur l'Allemagne nazie qui a marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Je vous le disais en titre, notre invité du jour est l'avocat et conseiller national Régis Bergonzi. Son mouvement politique En Avant Monaco a lancé le 20 mars dernier une plateforme participative qui a déjà enregistré près de 250 propositions. Nous allons faire le point avec lui sur cette initiative et évoquer l'avenir dans la perspective des élections au Conseil national en 2028. Régis Bergonzi est interviewé par Patricia Navarro. Régis Bergonzi, bonsoir. Bonsoir Patricia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La plateforme participative qu'a lancée votre mouvement En Avant Monaco vient d'enregistrer déjà en un peu plus d'un mois plus de 240 propositions, je crois, à ce jour. Quelle est la tonalité? Quelles sont les thématiques qui reviennent le plus fréquemment? Alors la qualité de vie, le transport, la mobilité sont des thèmes phares et il y a aussi l'économie qui intéresse énormément de gens, la vie dans la cité, comment l'améliorer. Il y a vraiment toutes les facettes. C'est c'est vraiment caractérisé par une grande diversité, des questions d'éducation, des questions de logement, des questions de priorité nationale. Il y a vraiment toutes les thématiques qui nous sont communiquées sur foison d'idées. Oui, alors ce sont des contributions très concrètes qui se rapprochent même du bon sens, j'ai envie de dire. Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples de propositions qui ont trait au quotidien à Monaco? Alors il y a du très haut quotidien, mais il y a aussi des idées de très haut niveau sur la place de la principauté dans le monde. On passe vraiment du quotidien le plus immédiat, comme la question notamment de mettre en place des caméras dans les bus pour voir si des gens tombent et si le chauffeur est un peu trop agressif dans sa conduite, par exemple, pour les personnes âgées. Ça peut être des questions de propreté de certains quartiers aussi. En tout cas, ce qui est certain, vous l'avez dit, plus de 240 lancés le 20 mars, si je ne m'abuse. Cela signifie tout de même qu'à Monaco, la chose politique intéresse
Là où dans d'autres pays, c'est plutôt de la défiance et du rejet. La population a besoin d'être entendue. La population, les individus, on a tous des idées dans notre esprit, à se dire voilà ce qu'il faudrait faire pour que le pays aille mieux. On a tous des idées. Mais ça, c'est la sphère individuelle. Et sortir ces idées de l'esprit de chacun et permettre un vecteur pour regrouper ces idées et les faire entendre dans la sphère publique qui ne se limite pas à un simple bâtiment sur la place de la Visitation. Donc chaque fois qu'on discute politique entre amis, en groupe, on participe à la vie publique. Et donc il y a cet appel à être entendu, à participer. Alors justement, que comptez-vous en faire de toutes ces contributions? On a déjà répondu à une cinquantaine de personnes, tout ça en un gros mois et demi. Donc, qu'est-ce qu'on leur a dit par rapport au suivi? Premièrement, on a la possibilité de mettre sur notre plateforme des vignettes dans lesquelles tout un chacun peut aller cliquer dessus et verra le texte intégral qui a été présenté, bien sûr de manière anonyme, mais par le contributeur. Donc déjà, ça permet quand même à tout un chacun, quels que soient les élus, quels que soient les bords politiques, les membres du gouvernement, les membres de l'administration, d'aller voir un petit peu ce qui s'est dit et de s'en inspirer. Donc tout ça, ça diffuse, c'est bien, ça infuse, c'est très bien. 2, nous avons la possibilité de faire une démarche active, de faire un courrier à telle administration ou pas. 3, nous avons la possibilité de nourrir, et c'est ce qui va se passer, nos débats budgétaires. Parce qu'on le sait à Monaco, ce vote du budget est l'occasion de passer en revue toutes les lignes budgétaires, de parler de tous les sujets possibles et inimaginables. Mais 4, surtout, dans certains cas, nous allons avoir la possibilité de prendre ces idées pour en faire des propositions de loi. Et ces propositions de loi, nous avons pris un engagement ambitieux, qui est celui de faire une proposition de loi tous les 45 jours. Et on a tenu cet engagement. Au bout de 45 jours, on a déposé notre première proposition de loi sur les majeurs protégés pour renforcer leurs droits. Et aujourd'hui, à midi, a été déposée notre deuxième proposition de loi sur les compliance officers, mais je vous laisse me poser des questions. Oui, mais vous faisiez partie de la majorité, effectivement, jusqu'au mois de février dernier. Oui. Est-ce qu'il n'était pas plus facile de faire avancer les choses portées par une majorité? Quel a été le point de bascule, le point de non-retour? J'avais déposé 2 propositions de loi, une sur le handicap, qui était une proposition de loi de 38 pages, et cette proposition de loi co-signée par l'ensemble des élus, force est de constater que pendant des mois, voire des années, elle n'a plus avancé dans la commission où elle avait été affectée. Donc ça, j'ai eu beau relancer, ça n'a pas pu avancer. Le point de bascule, pour répondre à votre deuxième question, c'est une méthodologie différente, c'est celle qu'on est en train de mettre en œuvre maintenant. Elle puise sa source dans le fait de faire parler la population pour nous communiquer toute une quantité, des centaines d'idées, et de les mettre en œuvre le plus possible et se concentrer sur le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire ces 2 années que nous avons devant nous. Nous avons une fenêtre de tir pour faire de belles choses. Il faut en profiter à plein. Et comment vous détermineriez aujourd'hui la ligne politique d'En Avant Monaco par rapport aux autres tendances politiques à Monaco? Alors on n'est pas du tout dans les extrêmes. On n'est pas dans l'extrême droite, l'extrême gauche. Non, c'est pas notre marque de fabrique. Je dirais qu'absolument et viscéralement, nous sommes très principistes, ça c'est sûr. Après, un attachement à notre identité et un goût viscéral pour se dire, on est un tout petit pays, on est à peu près 10 000 monégasques, c'est rien du tout. On devrait être tout le temps en train de serrer les coudes, on devrait être tous dans la même équipe parce qu'on est dans un si petit pays qui est jalousé, qui est prisé, et ce sentiment, c'est ce qui a d'ailleurs conduit à mon engagement politique avec ce sujet européen qui était, rappelez-vous, à l'époque, le sujet qui intéressait les Monégasques et rien d'autre. Donc défendre Monaco, l'épée à la main,
Et c'est ça notre moteur. Vous parlez d'une même équipe. Marc Mourou a lancé de son côté aussi, avec Génération Monaco, une démarche collaborative, des soirées débats, d'échanges avec les Monégasques. Quel regard portez-vous sur cette initiative et est-ce qu'un rapprochement serait possible ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien et je vous dis ça les yeux dans les yeux. L'engagement politique de tout Monégasque est essentiel, qu'il soit de l'Union nationale de Monaco, qu'il soit de Génération Monaco, ou qu'il soit même de nous en avant Monaco. Il faut que les gens s'impliquent. Voilà, et je le rappelle, à ce jour, 244 contributions depuis le 20 mars dernier. Merci beaucoup, Régis Bergonzi. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Continuons notre série de reportages consacrée à Top Marque, coup de projecteur sur le constructeur mythique Delage en pleine renaissance avec le modèle D12, une hypercar spectaculaire inspirée de la Formule 1. Les précisions de Vanessa Dessy sur les images de Jean-Alexandre Dordet. La Croix-Rouge monégasque a organisé pour la 3e fois une journée porte ouverte de 11h à 15h pour le grand public et un peu plus tôt dans la matinée pour les élèves de primaire de l'école de Fontvieille, de la Condamine et de l'ISM. Enfants et adultes ont ainsi découvert les différentes missions et actions menées par les équipes de la Croix-Rouge monégasque. La journée porte ouverte de la Croix-Rouge monégasque, c'est effectivement de faire découvrir tous les domaines dans lesquels la Croix-Rouge intervient, l'humanitaire, la jeunesse, le grand âge, le secourisme, voilà, tous les domaines à travers 6 stands, 6 thématiques différentes. Et personnellement, c'est le pôle grand âge, puisque je suis responsable d'une section à la résidence Aketou d'Iné qui reçoit donc les personnes âgées. Ce matin, on a reçu la jeunesse des écoles. Voilà, à travers un jeu de cocotte, on leur a posé des questions pour leur faire découvrir un petit peu le pôle grand âge, comment s'adresser à des personnes âgées, quels sont les échanges. Sur la santé, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vieillir. Donc voilà, des tas de petites questions ludiques pour les rapprocher un petit peu de ce domaine. Une nouveauté cette année, un passeport du bénévolat pour découvrir l'ensemble des activités de la Croix-Rouge. Là, vous avez quelque chose en main, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le passeport, on doit tamponner toutes les cases. Et à la fin, on a une petite pochette de la Croix-Rouge qui sera utile pour les voyages, pour ce qu'on veut. Lors de cette journée porte ouverte, l'accent a été particulièrement mis sur la sensibilisation du public au droit international humanitaire. Il faut savoir que plus de 130 conflits actuels sont recensés dans le monde et 13 volontaires et membres du personnel des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont perdu la vie au cours des 4 premiers mois de 2026 alors qu'ils exerçaient simplement leur activité humanitaire. Continuons notre série de reportages consacrés à Top Marque, coup de projecteur aujourd'hui sur le constructeur mythique Delage en pleine renaissance avec le modèle D12, une hypercar spectaculaire inspirée de la Formule 1. Les précisions de Vanessa Dessy sur les images de Jean-Alexandre Dordet. La pièce maîtresse, le V12 atmosphérique, 6 litres 6 qui développe 850 chevaux, qui est fait par Delage, donc c'est un moteur propriétaire. On s'est inspiré d'un V12 qui existe, mais on a fait notre propre version. Delage, un nom chargé d'histoire, fondé en 1905 par Louis Delage, le constructeur incarne rapidement le luxe et la performance à la française, brillant notamment en compétition. Disparue en 1953, la marque renaît aujourd'hui avec l'ambition de faire revivre une légende automobile. Les gens ont oublié, mais la France était le leader mondial de l'automobile de luxe. Et puis malheureusement, une mauvaise décision politique, ni la première ni la dernière, a été prise en 1953, de mettre une taxe sur les voitures de luxe parce qu'il y avait une pénurie d'acier. Et toutes les grandes marques de luxe automobiles françaises sont mortes cette année-là. Depuis 1953, elle était protégée par un fan club, depuis 1956 précisément, parce que le fan club a été monté en 1956, s'appelle Les Amis de Delage. Et il détenait la marque depuis des décennies et il la protégeait un peu comme un trésor. Et j'ai réussi à les convaincre de me la confier. Ça n'a pas été simple. Mais ils ont vu qu'on avait une équipe d'exception, que j'étais un vrai passionné. Ils ont eu confiance dans la qualité du projet, la qualité de l'équipe. Et donc ça s'est fait. Voilà.
Une hypercar française au parfum d'exception, la Delage D12 marque la renaissance spectaculaire du constructeur, mêlant héritage et technologie de pointe. Inspirée de la Formule 1 avec un cockpit en tandem et une puissance hybride impressionnante, elle se positionne comme un objet rare produite en série très limitée. C'est une voiture qui est homologuée pour la route et qui est dans un positionnement très particulier de vouloir offrir les sensations de conduite d'une F1 dans une voiture de route. Elle reprend beaucoup de solutions techniques qu'on voit en F1, certaines qui sont des premières mondiales pour une voiture de route, comme la suspension contractive de F1 ou comme les jantes en carbone à effet aérodynamique ou d'autres choses comme ça. Et donc voilà, c'est une voiture exceptionnelle qui s'adresse à une clientèle extrêmement pointue. Donc vous voyez un rapport poids-puissance de 1,35 kg par cheval, c'est assez exceptionnel. À court terme, le constructeur annonce l'élargissement de sa gamme avec la renaissance de la Delage Torpille 100A, une réinterprétation directe du modèle mythique, un siècle après le record signé par Delage, avec une ambition claire, renouer avec la vitesse et viser un nouveau sommet. En football, à 2 journées du terme de la saison de Ligue 1, l'AS Monaco FC est toujours en lutte pour les places européennes. Dimanche soir, les Monégasques 6e recevront Lille 4e. Un choc décisif pour la course à l'Europe. Écoutons le coach Sébastien Pocognoni et Thilo Kehrer en conférence de presse. C'est un grand match qui nous attend. On veut nous préparer et l'aborder ce match de la meilleure façon possible. On sait que voilà, on est sur les derniers matchs, était un peu moins consistant, aussi face à des adversaires qui ont peut-être un style de jeu qui est différent que celui de Lille. On est au courant de ça, mais surtout sur ce qu'on est ambitieux, c'est de montrer les valeurs qui nous rendent forts, les détails qui ont fait notre force sur toutes les séries, toute la série avant où on gagnait beaucoup de matchs. Et le plus important, c'est qu'on sait de quoi on est capable et qu'on le montre sur le terrain dimanche. On a envie de bien terminer, de terminer, de se challenger sur ce deuxième tour. On est pas mal occupé. Et après, on fera les comptes. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important. On a notre dernier match à domicile. J'ai envie qu'on fasse bonne figure, qu'on montre notre meilleur visage et donner un bon moment aux supporters qui ont aussi vécu une saison faite de haut et de bas. Mais au final, on a réussi à les rallier derrière nous sur cette deuxième partie de saison et j'ai envie de leur donner un dernier bon match à domicile. Dernière chance demain d'aller applaudir le talentueux Nicolas Devor. L'auteur et comédien s'est produit au Théâtre des Muses cette semaine avec 2 seuls en scène qu'il a lui-même écrits. Avec Alexandra Paolini, nous avons eu la chance de le rencontrer. Ah, c'est pas moi, c'est Gaël. Colin, je te parle pas d'un autre, je te parle de toi. Ici, pas de décor, de costumes ou d'accessoires. Nicolas Devor est seul sur scène, vêtu de noir, et interprète avec une facilité déconcertante tous les personnages de ces 2 pièces, à commencer par... Dans la peau de Cyrano, donc, que j'ai créé en 2013, qui raconte l'histoire d'un petit garçon, Colin, qui bégaye et qui fait sa rentrée dans un nouveau collège. C'est pas facile pour lui, mais avec le cours de théâtre, il va rencontrer d'abord la figure de Cyrano, qui va lui donner confiance en lui, et puis surtout un professeur qui a une vision de l'éducation qui est très positive. Cyrano, il se bat. Moi, j'aime pas me battre. Cette œuvre, le comédien l'a jouée plus de 1200 fois, avec une intensité toujours plus forte, et son succès est tel qu'elle a été adaptée au cinéma. Le film est sorti, s'appelle Le Panache. C'est José Garcia qui joue le rôle du prof, Horatica qui joue la maman de Colin, puisque ils ont adapté, donc dans le film, on développe le côté famille de Colin qui n'est pas développé dans la pièce. Moi j'ai une petite apparition, mais très très brève, je passe en courant. Je fais le prof de sport, donc littéralement je passe en courant. Voilà. Toi, tu ferais quoi si t'avais du pouvoir? J'ai du pouvoir, Lisa. Et toi aussi. Oui, non, tu vois ce que je veux dire? 2024 marque également la naissance de Lisa, la dernière création de Nicolas Devor. Une fois de plus, un seul en scène profondément humain, mêlant émotion, fragilité et humour,
avec précision. C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme qui a 15 ans, que j'ai voulu forte, brillante. Elle habite seule avec sa maman, tout se passe bien jusqu'à ce que la mère rencontre un homme. Il a un comportement qui, au début, est ambigu. Donc Lisa, elle s'en ouvre à son pote du lycée, Léo, et on voit qu'elle commence à capter que sa mère, elle est en train de tomber sous l'emprise de cet homme, sauf que qu'est-ce qu'on fait quand on a 15 ans et qu'on se rend compte de ça et qu'on est face à un homme qui de toute façon considère que t'es une gamine, t'as 15 ans, donc en fait ton avis on s'en fout. Dans la peau de Cyrano et Lisa sont à découvrir au Théâtre des Muses jusqu'à dimanche. Des spectacles à la fois exigeants et accessibles qui séduisent aussi bien les petits que les grands. Ça veut dire qu'on sera tout le temps tous les trois? Pourquoi ma mère ne demande pas mon avis? J'ai pas envie, moi. C'est une passerelle socio-culturelle entre Monaco et les pays d'Amérique latine, l'Espagne et le Portugal. L'AMI, l'association monégasque ibéro-américaine, organisait son traditionnel gala hier soir au Yacht Club de Monaco. Retour sur cette soirée d'exception aux couleurs de Porto Rico avec Alexandra Pani et Hugo Comasa. Porto Rico, cette île des Caraïbes connue pour son esprit festif, ses plages paradisiaques et son histoire culturelle riche. Cette destination aux multiples contrastes était à l'honneur de ce gala 2026 de l'association AMI. L'événement est organisé chaque année avec le soutien du pays à l'honneur. We believe that working together, we are stronger. And we believe that working and uniting culture and art can make a difference in the world that we live in. So for Puerto Rico to be here in Monaco, in such a small country, but that means so much around the world, and to be with a beautiful island that is so small but so big, and being able to present what Puerto Rico is, it brings me a lot of joy, not only to me, but to everybody that have worked so hard to make this event to happen. La richesse culturelle de Porto Rico était représentée lors de cette soirée à travers plusieurs animations. Le dîner a été pensé par des chefs portoricains et réalisé en collaboration avec les élèves du lycée Régnier 3. We're the only national museum outside of Puerto Rico, so they reached out to us to see if we can do some type of celebration in Monaco, celebrating our culture, our history, our people. So what we decided to do was collaborate with everyone. We brought chefs in. They can help the culinary schools here prepare a meal that's authentic to Puerto Rico. So we bought ingredients from the island that we don't find here in Monaco. Mixed that in with our food so that you get a real authentic feel for the food. We also brought in musicians. We also brought in some artists so they can do some type of artwork so we can have something here that kind of like ties us. Miss Univers faisait partie des invités et a pris part à un défilé de mode. La musique portoricaine était aussi à l'honneur avec la participation très remarquée du maestro Cuco Peña, accompagné de musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Depuis que AMI existe depuis 2021, nous amenons en fait des projets en Latine-Amérique, en Espagne et en Portugal. Et depuis, on fait un événement à l'année justement pour récolter des fonds. Et c'est une gala caritative dans laquelle notre but c'est de collecter de l'argent aujourd'hui pour toutes les missions, les projets que nous avons en Latine-Amérique, comme le Pérou, nous avons en République dominicaine, l'Équateur, parce qu'en Équateur, en fait, nous avons un projet très grand parallèle avec la fondation de la princesse Charlène et nous avons 800 enfants que nous soutenons ensemble avec la fondation. Et si vous aussi vous souhaitez soutenir les nombreux projets de l'association AMI, vous pouvez vous rendre sur le site internet amimonaco.org. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. À suivre la météo d'Alban Gingembre, mais avant cela, en prévision du 57e concours international de bouquets de Monaco qui se tiendra ce week-end au Yacht Club, nous vous proposons de revivre en images la toute dernière édition. Les photos sont signées Philippe Fitt. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain.
bonsoir à tous. Pas trop de perturbations dans le ciel de demain, malgré de légers passages nuageux. Le ciel sera bien présent en principauté, un vent calme et des températures comprises entre 13 et 22 degrés. La pluie devrait arriver dans la nuit pour un dimanche moins clément, alors profitez de votre samedi et pensez à souhaiter une bonne fête au Pacôme en ce 9 mai.